retrouver pour le numéro 10 du magazine intersidéral d'Orion Web TV. Orion, c'est l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, vous retrouverez le magazine Les Intelligents. Nous rencontrons ce mois-ci Jason Simard. Puis, la série documentaire animalière Les Animaux du Monde avec des révélations top secrètes. Et nous poursuivrons avec le téléachat avec Jean-Louis et Pétroni qui vous réserve en collaboration avec les chercheurs d'Orion une expérience extraordinaire. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Mon nom est Jason Simard, ou mon nom de moine bouddhiste, c'est Tenzin Gawa. Souvent, le Dalai Lama exprime comme ça, il y a deux sortes de grandes traditions spirituelles. Celles qui croient à l'existence donc d'un Dieu qui est suprême, créateur, etc., les religions théistes. Et il y a celles qui sont non théistes, telles que le bouddhisme et le jaïnisme. Donc, dans le bouddhisme, en fait, il n'y a pas l'idée d'un être suprême qui serait le créateur du monde. Quand j'étais jeune, c'est à l'école, on nous proposait des choix, par exemple, des choix de carrière. Et il n'y avait rien qui m'attirait profondément, une passion de dire c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, c'est ce travail-là dans lequel je vais m'accomplir. Il n'y avait rien qui me parlait vraiment profondément. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vouloir chercher. Donc, je suis parti en voyage, j'ai fait des voyages à caractère humanitaire comme ça. Et vraiment, quand je me suis demandé qu'est-ce qui va me rendre heureux, au départ, je cherchais plus à l'extérieur de moi. Qu'est-ce qui va me rendre heureux, dans quel endroit, dans quel travail, dans quel type de relation, avec qui, etc. Donc, je cherchais toujours à l'extérieur et je ne trouvais pas de réponse. Et là, quand j'ai entendu parler, quand j'ai lu sur la philosophie bouddhiste que c'était plus à l'intérieur de nous, donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est être heureux. Et comment être heureux? Donc, c'est par mon propre état d'esprit intérieur, par ma transformation intérieure. Et là, j'ai vu que dans le bouddhisme, il y avait des méthodes qui étaient proposées, donc entre autres la méditation, pour nous aider à trouver plus de paix, nous libérer des émotions qui nous perturbent, trouver plus de bonheur. Bouddha, qu'on connaît tous, ne fait pas référence seulement à une personne, à un maître, mais plutôt au potentiel que chacun de nous possède. Chacun de nous peut devenir, on n'appellera pas Dieu, mais on va dire Bouddha. Bouddha veut dire cet état où ce que toutes les émotions perturbatrices, qu'on appelle comme les impuretés, tout ce qui nuit à notre bonheur, ce qui nous amène à avoir des souffrances, créer des actions qui vont nuire aussi à nous-mêmes et aux autres, tout ça est complètement libéré de notre esprit et qu'on a développé notre plein potentiel intérieur de compassion, amour, joie, sagesse, sérénité. Donc, quand c'est complètement développé en nous, donc on dit on atteint l'état de Bouddha. Donc, tout le monde a ce potentiel d'atteindre cet état merveilleux. Donc, c'est comme ça qu'on explique dans la philosophie bouddhiste. On dit l'état de Bouddha. Qu'est-ce qu'on recherche à l'intérieur de nous? Il y a plusieurs formes de qualités, mais on peut résumer toutes les qualités qu'on recherche en deux qualités qu'on appelle en sanskrit shamatha et vipassana. Shamatha, on le traduit par le calme intérieur, le calme mental, et vipassana, ça veut dire la vision supérieure, donc une forme de sagesse.
Qu'est-ce qui est le plus difficile à reconnaître dans toutes les formes d'émotions perturbatrices? C'est celle qu'on appelle l'attachement. On s'accroche à quelque chose. Il y a comme une dépendance à quelque chose, de sorte que si on n'a pas qu'est-ce qu'on veut, on n'est pas satisfait. Si on a qu'est-ce qu'on veut, on a peur de le perdre. Si on perd quelque chose, on souffre. Donc, cette émotion-là, qu'on appelle l'attachement, nous apporte beaucoup de souffrance. Et donc, dans l'enseignement bouddhiste, une façon de nous aider à nous libérer de cet attachement, c'est de réfléchir sur la nature éphémère des choses. Donc, l'exemple du personnage comme ça qui est à côté de moi, qu'on utilise par exemple dans les danses monastiques traditionnelles, on prend cette image-là d'un squelette pour nous montrer, c'est un symbole de l'impermanence. Ça va? La mort, c'est simplement une transition. La naissance, c'est aussi une transition. En fait, dans notre vie, on le voit très bien, il y a toujours des choses qui changent. Et cette chose-là change parce qu'il y avait quelque chose avant. Et un peu comme on le dit, c'est Lavoisier, si je ne me trompe pas, qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et donc, de la même façon que le corps se transforme, quand on meurt, même si le corps va, par exemple, se décomposer, il va juste se transformer en d'autres choses. L'esprit, c'est la même chose. L'esprit d'aujourd'hui est la continuation de mon esprit d'hier. L'esprit d'aujourd'hui est la cause principale pour créer mon esprit de demain. Et donc, ce cercle-là qu'on a de vie en vie, on l'appelle dans le bouddhisme le samsara, lorsqu'il est conditionné par nos émotions perturbatrices, notre ignorance aussi, et nous amène à vivre différentes souffrances. Et par la pratique de l'enseignement du Bouddha, comme ça, on est capable de se libérer de ces émotions perturbatrices, et ça correspond à se libérer de ce qu'on appelle samsara, et donc là, trouver le nirvana, la liberté, le bonheur, et là, avoir vraiment plus à avoir à subir toutes ces souffrances-là et être heureux comme on le souhaite. Selon les différentes actions, en sanskrit on appelle karma, traduit en français par action, et donc selon nos différentes actions, nos habitudes, notre conscience va continuer en suivant ces actions, ces habitudes, pour reprendre une nouvelle vie. Et là, on peut parler de réincarnation. I call it the Cloud Atlas Sextet. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. What are you doing in here? We cross and recross our old tracks like figure skaters. Et donc, ce cycle-là de réincarnation va se continuer perpétuellement si nous, on ne l'arrête pas. Comme Bouddha, il dit, nous-mêmes, on est notre propre protecteur, on est aussi notre propre ennemi. Ça veut dire que si je laisse la place aux émotions perturbatrices, mon ignorance, de prendre toute la place dans ma vie, donc c'est comme ça je vais moi-même vivre des souffrances. Mais si je travaille à mon propre bonheur, puis je me libère de plus en plus de ces émotions perturbatrices, donc je vais trouver mon bonheur. C'est moi-même qui crée ce bonheur-là. Et donc, le but ultime dans la pratique bouddhiste, c'est arriver à se libérer de ce cycle-là de réincarnation pour être complètement libre et après pouvoir revenir où on le souhaite, quand on le souhaite, et donc éventuellement aussi pour aider les autres à se libérer de ces souffrances-là. Chers web téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans le bestiaire d'Orion. Pour ce 4e numéro des Animaux du Monde, nous parlerons aujourd'hui d'un nouvel animal que les humains prennent trop souvent pour un crétin, le lapin. L'espèce humaine daigne cependant leur octroyer une certaine forme d'intelligence. Be still, little imps.
Peter, you naughty boy. Look what an example you're setting. That's better. Any more of that, and I'll paint you out. Il semble clair aujourd'hui que le lapin démontre une connaissance subtile, un lien particulier qui l'unit à l'espace-temps. Pour preuve, le lapin porte souvent une montre. Il utilise régulièrement des portails spatio-temporels qui peuvent ressembler à un terrier de lapin, mais en réalité n'en sont pas. Avec quelques années de pratique, un lapin pourra même créer un portail spatio-temporel par la force de son esprit, comme vous pouvez le voir sur ces images extrêmement rares. On le sait maintenant, dans des cercles secrets d'initiés, le lapin semble ouvrir de nouveaux univers. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Plus sage et philosophe qu'il n'apparaît donc de prime abord pour un humain profane, c'est un ami qui vous veut du bien, un guide pour ceux qui savent le voir et l'écouter. Pourquoi portes-tu ce déguisement d'homme ridicule? On peut noter quelques expressions humaines qui utilisent le terme de lapin pour souligner des capacités exceptionnelles. Le terme de chaud comme un lapin est parfois usité, mettant l'accent sur un indéniable sex appeal. Ces qualités ont conduit en secret les humains à mener des recherches sur la vie du lapin. Des caméras ont été posées dans l'appartement d'une famille de lapins, à leur insu, afin de percer leur mystère. Orion Web TV a pu avoir accès à quelques images des enregistrements. I am going to find out one day. When will you tell it? Who could have known? What time is it? I have a secret. Sans aucun ménagement pour l'espèce des lapins, on a pu également observer que les humains n'hésitent pas à recourir à une patte de lapin afin d'accroître leur sens, comme ici. Les humains ont ainsi depuis la nuit des temps et par différents moyens tenté de récupérer un maximum de pattes. Et de préférence bien dosé. La perfide cruauté humaine s'est montrée sans bornes pour venir à bout de leur noir dessein. Mon Dieu! En réponse, les lapins ne se sont pas laissés faire. Plusieurs actions héroïques ont été menées pour contrer les humains et régulièrement, un super lapin surgissant hors de la nuit veille sur la galaxie, sur la liberté aussi,
fendre l'air, sauver l'existence, faire un monde sans danger. Pour terminer, nous voudrions évoquer 5 éléments essentiels pour comprendre ce qu'est un lapin. Le lapin n'est pas un kangourou. Le quoi? Comment tu m'as appelé? Je suis pas un kangourou, mec. Si tu n'es pas un kangourou, t'es quoi alors? Je suis un lapin. Le lapin n'est pas rancunier. Malgré les mauvaises actions humaines, il reste d'un naturel affable. Le lapin est mélomane. Parfois, la rencontre d'un lapin peut changer une vie. Ton père, Harley? Autrefois, oui, peut-être. Maintenant, c'est Tuca Chinchilla. Traduisez-moi. Joli lapinou frileux. Ravissant. C'est tout. À bientôt pour une nouvelle émission. Chers web téléspectateurs, bonjour. Bonjour Petroni. Bonjour Jean-Louis. Nous avons reçu beaucoup de courriers s'inquiétant de notre silence. Pourquoi ce silence? Nous étions en plein travail avec des ingénieurs de laboratoire Top Secret d'Orient Web TV pour vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Extraordinaire. Et j'ai hâte que vous leur révéliez, Jean-Louis. De quoi s'agit-il? Nous vous amenons aujourd'hui dans un lieu très inhabituel. C'est effectivement habituel. Un lieu sous haute protection. Civil et militaire. Nous sommes aujourd'hui sur la base de lancement spatial Space Orion. En quelque sorte, la gare à destination de l'ère sidérale. Nous vous offrons la possibilité de faire un voyage intersidéral sur une destination unique, la planète Orion. On va voyager tous ensemble. Et quel sera le prix de ce beau voyage? Ces billets exceptionnels vous seront proposés à un tarif promotionnel de 330 $. Pour un aller simple. Et nous vous offrons le retour. Gratuitement. Et où pouvons-nous trouver ces billets, Jean-Louis? Sûrement sur le site de Web TV Orion, sous la rubrique Oui, oui, j'y vais. Si les gens ne veulent pas revenir et veulent simplement un aller simple. Cochez bien le case, non, non, j'y reste. Et vous pouvez également cocher la case Assurance tout risque pour assurer les risques auxquels vous n'auriez pas pensé. Et nous non plus. C'est plus sûr, Jean-Louis. Allez vite sur le site de Web TV Orion sous la rubrique Oui, oui, j'y vais. Les places seront limitées. Au revoir Petroni. Au revoir Jean-Louis. Au revoir, chers web téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Après la météo, vous découvrirez la nouvelle création d'Orion, les dossiers interdits. Passez un agréable moment et je vous dis à tout à l'heure en fin d'émission.
Il fait beau. C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs. Depuis la nuit des temps, elles habitent les tréfonds de l'âme humaine. Quelle est la réalité de ce phénomène? Les sorcières existent-elles? Qui sont-elles? Est-ce une communauté qui persiste aujourd'hui? Ont-elles un but particulier? Nous vous emmènerons à Salem, une ville située sur la côte ouest des États-Unis. Elle est tristement célèbre pour le procès de sorcières en 1692 qui entraîna l'exécution de plusieurs habitants. Nous irons ensuite à Salem, en Inde, dans le Tamil Nadu, pour s'intéresser à un phénomène étrange lors de la première pleine lune du mois de février. Notre voyage nous mènera ensuite dans le Berry, en France. Pays d'une sorcière bien connue, George Sand. Afin de rencontrer une espèce extrêmement rare de sorcière, la sorcière blonde. Aujourd'hui, dans les dossiers interdits, les sorcières. Le mot sorcière en tant que tel apparaît réellement au XIIIe siècle dans le roman d'Énéas, roman anonyme dont la date de rédaction du premier manuscrit est estimée en 1160. On considère ce texte comme l'un des plus anciens romans français, adaptation de l'Énéide de Virgile. Cette figure féminine maléfique, possédant des pouvoirs occultes, est très ancienne dans le monde occidental. En France, une inscription retrouvée dans le Larzac appelé Plomb du Larzac en témoigne. C'est l'un des plus longs textes en langue gauloise qui nous soit parvenu. Il mentionne principalement ou exclusivement des femmes jeteuses de sorts qui paraissent organisées en confréries. Le terme gravé est celui de Brithia, le sort. On rapproche ce dernier du vieil irlandais Brecht. La magie maléfique des sorcières est attestée dans le monde celtique, notamment en Irlande. Des confréries de femmes à pouvoir magique sont mentionnées en Gaule par des auteurs anciens, chez les Ossimes, un des peuples gaulois du groupe des Celtes armoricains. Cela correspond approximativement à celui du département français du Finistère et à la partie occidentale de celui des Côtes d'Armor.
Chez les Osim, il y avait un collège de 9 prêtresses qui étaient capables de déclencher la tempête et de se changer en animaux. Ces croyances vont entraîner la promulgation de lois pour condamner ces actes dits de sorcellerie. Nous avons eu le grand privilège de rencontrer l'expert mondial sur la question, Herr Professeur van der Proet. Nous apprendrons que l'émergence d'une chasse aux sorcières tient pour beaucoup aux modifications des représentations religieuses de l'époque. C'est le premier texte ecclésiastique officiel qui affirme la réalité des cérémonies maléfiques, secrètes, organisées par les hérétiques. La bulle papale du 5 décembre 1484 était signée par la bulle des sorcières soumises Desiderantes affectibus. Innocent VIII donne son approbation à l'Inquisition de procéder à l'emprisonnement, la punition, le châtiment pour toute personne soupçonnée de sorcellerie. 1486, publication du manuel de chasse à la sorcière. C'est un véritable succès éditorial, 40 ans après l'invention de l'imprimerie par Paul Gutenberg. Le remplacement du système accusatoire par l'inquisitoire permet aux magistrats d'agir même sans plainte de victime. Et la généralisation de la torture permet d'apporter les indispensables preuves. On estime qu'en Europe, au début des temps dits modernes, il y a eu 110 000 procès et 60 000 condamnations. De nos jours, où trouve-t-on encore des sorcières ? Après des siècles de chasse aux sorcières, on comprendra qu'elles se soient faites très discrètes. Elles apparaissent néanmoins fugacement dans des lieux du quotidien, comme sur ces images d'une caméra de télésurveillance d'un supermarché. Ou encore ici, où elles ne prennent même pas la peine de se dissimuler. Aujourd'hui, au XXIe siècle, de nombreux ouvrages sur le sujet paraissent chaque année et on observe un regain d'intérêt pour cette thématique. Des auteurs contemporains se sont inspirés de cette figure imaginaire. J'écris un roman de Jérusalem. J'adore les sorcières. Et pourquoi vous en avez peur? Pas moi. Elles sont très gentilles, elles cuisinent bien et elles adorent mes histoires. La première piste de notre enquête nous a justement menés aux États-Unis et après plusieurs mois de travail patient, nous avons pu assister à un événement extrêmement rare qui, à notre connaissance, n'avait jamais été filmé, le recrutement d'une apprentie sorcière. Kelly Spyglass, une sorcière américaine de niveau master, nous a laissé la filmer durant une journée lors d'un rituel initiatique d'une nouvelle recrue. Orion Web TV est fier de vous montrer ces images. À notre connaissance, aucun média n'avait jusqu'alors été témoin de ce phénomène. Nous vous laissons découvrir en exclusivité ces images.
document exceptionnel remet en question les connaissances actuelles sur les sorcières. En exclusivité pour Orion Web TV, voici les premières conclusions d'un spécialiste. Tiens, ces images sont exceptionnelles car elles ont été filmées en 1391. Ils n'avaient pas de caméra. Avec quoi ont-ils filmé? Avec la sorcellerie. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour soutenir Orion, notre association, et les collectifs Coin Coin et Cerveau Volant, n'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois. Vous pouvez retrouver l'ensemble des objets extraordinaires sur la page Oui Oui J'y vais du site Orion Web TV. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à très bientôt.